Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 19h. 35 propositions pour rénover la vie politique. Lionel Jospin s'attaque à un chantier ambitieux et épineux. La commission voulue par François Hollande a rendu publique ses propositions pour donner un nouvel élan à la démocratie. Parmi celles-ci, la réforme du scrutin sénatorial qui provoque de nombreuses réactions. Qui compose aujourd'hui la majorité gouvernementale? Les propos de Jean-Vincent Placé ont mis le feu aux poudres. Les ministres écologistes ont-ils toujours leur place au gouvernement? Le président de la République émet des doutes. On en parle avec le président du groupe écologiste au Sénat dans quelques minutes sur notre plateau. Une semaine difficile donc pour le gouvernement qui doit faire face sur tous les fronts. C'est particulièrement vrai au Sénat où les communistes lui donnent du fil à retordre. Les Verts doivent-ils sortir du gouvernement? Notre invité sur ce plateau, le président du groupe écologiste au Sénat, Jean-Vincent Placé, a posé très clairement la question, mais d'autres se le demandent également, car les désaccords entre les socialistes et les écologistes se multiplient. Même au sommet de l'État, l'hypothèse est envisagée. François Hollande ne le souhaite pas, mais juge le scénario possible. Mounir Soussi. Cécile Duflot et Pascal Canfin sont-ils sur la sellette? Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologiste du Sénat, s'interroge tout haut sur la place des ministres verts au gouvernement. Les réactions au Parti socialiste n'ont pas tardé, elles sont cinglantes. Peut-être que Jean-Vincent Placé se poserait d'autant moins la question que s'il était ministre lui-même. Mais il n'est pas ministre. Alors pourquoi est-il si perplexe? Eh bien peut-être parce qu'il n'est pas ministre. Plusieurs cadres écologistes condamnent la sortie de leur collègue qui a lui-même tempéré ses propos. La direction du parti se dissocie des déclarations de Jean-Vincent Placé, mais estime qu'il pose une question légitime, car les Verts ne sont pas entièrement satisfaits des récentes orientations prises par le gouvernement. Il y a une vraie préoccupation à l'issue du rapport Gallois et de la décision du gouvernement de reporter la fiscalité écologique à 2016. Il y a les préoccupations que nous avons depuis de nombreux mois sur Notre-Dame-des-Landes. Ça fait beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes dans une difficulté avec nos partenaires socialistes. Il ne faut pas se le cacher. Ce ne sont pas les seuls sujets de discorde. Les Verts ont refusé de voter le traité européen et viennent de s'opposer au Sénat au texte sur la rétention des clandestins. Une attitude qui pousse François Hollande à envisager la rupture. Dans une interview à Marianne, le président juge possible le départ de Cécile Duflot et Pascal Canfin, même s'ils ne le souhaitent pas. Est-ce que François Hollande nous ouvre la porte pour partir ? Ou est-ce qu'au contraire, elle est entrebâillée et nous-mêmes, nous allons la pousser? Personne n'a envie de franchir le seuil, parce que je pense que nous sommes utiles. Le Premier ministre, lui, compte toujours sur eux. Jean-Marc Ayrault reste persuadé que les Verts seront présents au prochain rendez-vous de l'action du gouvernement. Des critiques qui viennent un peu plus fragiliser le gouvernement, pourtant déjà chahuté depuis quelques semaines par les élus communistes. À la gauche de la gauche, on reproche à l'exécutif son virage social-libéral après les propositions du rapport de Louis Gallois. La majorité gouvernementale tangue, Paul Bouffard. Les charges contre le gouvernement se multiplient et cette fois, les coups viennent des sénateurs de la majorité présidentielle. Premier épisode du psychodrame quand les élus communistes torpillent le gouvernement. Ils rejettent le projet de loi sur les tarifs de l'énergie et vont plus loin en bloquant la programmation budgétaire 2012-2017. Le bras de fer continue. Communistes et écologistes dénoncent le pacte de compétitivité du gouvernement. Ils trouvent le rapport Gallois trop arrangeant avec les entreprises. Hier, pour désamorcer la situation, Jean-Marc Ayrault reçoit les parlementaires communistes. À la sortie, les esprits sont apaisés, mais rien n'est réglé. Ce matin, nouveau rebondissement, c'est un autre allié qui jette de l'huile sur le feu, en la personne de Jean-Vincent Placé. Le patron des écologistes au Sénat se pose la question de la présence des Verts au sein du gouvernement. La gauche se fragilise, la discorde fait le régal de l'UMP. Je crois que ça montre que la majorité continue de se fissurer et qu'il y a une très grande fragilité de la majorité hétéroclite que François Hollande a soudée uniquement sur l'anti-sarkozysme. Il est privé de son ciment anti-sarkozyste, la majorité se fissure, c'est bien normal puisqu'il ne pense rien de commun sur rien. Une fronde des alliés qui fait désordre, mais en réalité, l'action du gouvernement ne se verrait pas entravée. Michel Sapin, ministre du Travail, confie une vérité constitutionnelle. Si le Sénat continue de bloquer, l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Dans cette chambre, les socialistes ont la majorité à eux seuls. Et avec nous pour en parler sur ce plateau, Jean-Vincent Placé, bonsoir. Vous êtes sénateur Europe Écologie Les Verts de l'Essonne et président du groupe écologiste au Sénat. Alors, au vu des nombreux désaccords, les Verts, les deux ministres Verts, ont-ils toujours leur place au gouvernement?
Oui, bien sûr, ils ont leur place au gouvernement. Ils font très très bien leur travail d'ailleurs. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs nous souhaitons continuer ce travail au gouvernement. Vous souhaitez que bien les sûr, deux ministres restent au gouvernement, bien les deux ministres sûr. verts. Mais quand on m'a posé la question de savoir est-ce que les écologistes ont des interrogations, est-ce qu'il y a des réflexions sur une sortie éventuelle du gouvernement, moi je réponds aux questions. J'ai dit bien sûr, les écologistes réfléchissent à cela. Moi je ne suis pas que au Sénat, je ne suis pas que à Paris dans le 7e arrondissement, je suis surtout dans les régions, je suis dans les déplacements. L'autre jour j'étais en train dans l'Orne à défendre l'environnement des Haras, un territoire superbe où il y avait une volonté d'installer une déchetterie, et je vois les associations environnementales et je vois les écologistes. Les écologistes, vous savez, ce sont les citoyens et les citoyens, c'est pas que les parlementaires ou les militants du parti. Et il y a une vraie interrogation. Pourquoi ? Parce que la politique du gouvernement, moi je le dis, nous avons eu la chance d'avoir un superbe discours du président de la République, François Hollande, à la conférence environnementale, qui a tracé des perspectives. Après, qu'en est-il ? Et sur la politique industrielle, nous avons M. Montebourg qui essaye de faire revenir à chaque fois le dossier du gaz de schiste. Sur le budget, on voit que le budget du ministère de l'écologie, eh bien, il se réduit. Bien. Et quand on parle de la fiscalité écologique, on nous dit ce sera en 2016 et ce sera peu. Ça va pas. Le jeu d'équilibre pour les écologistes est compliqué à tenir. Oui, être à la fois au gouvernement alors qu'il y a tant de sujets de désaccord. Exactement. Moi, j'ai été un des promoteurs de cet accord. Je pense que cet accord était très utile sur le fond parce qu'il synthétisait les idées social-démocrates, les idées écologistes, et ça a aidé François Hollande à être élu à la présidentielle, et y compris cette dynamique a aidé aux victoires qui ont enchaîné aux législatives. Et moi, je suis content qu'on participe au gouvernement parce qu'on peut faire au gouvernement. Cécile Duflot, Pascal Canfin le démontrent. Après, si ce dont nous sommes convenus, y compris dit par le président de la République aux conférences environnementales, ne se réalise pas, ça va pas. À un moment, vous êtes prêt à faire des compromis sur des sujets comme la fiscalité écologique qui est repoussée à 2016 ou le rapport de Louis Gallois? Est-ce que vous êtes prêt à faire des compromis? On a des propositions. Il y a 22 milliards de niches fiscales anti-écolo, notamment sur le kérosène, sur le diesel, qui est un vrai sujet de santé publique. On aura un jour, dans 15 ans, les mêmes problèmes que sur l'amiante ou d'autres sujets comme cela. Parce que les gens se demanderont pourquoi, alors qu'on savait que les particules fines émises par le diesel tuent et sont cancérigènes, pourquoi on a continué à subventionner le diesel, les pesticides, les aérocarburants? Est-ce que vous croyez que, alors que mon orientation, c'était d'être dans le gouvernement avec les collègues et de soutenir, vous croyez que je râle de gaieté de cœur? C'est que je constate qu'il n'y a pas de politique écologique. Êtes-vous prêt à faire des compromis, à suivre le gouvernement sur la fiscalité écologique repoussée en 2016 ou le rapport de Louis Gallois? Alors comment on fait? Quelle est l'issue? Eh bien, moi je fais des réunions aussi très souvent avec les ministres, nous sommes en contact avec le Premier ministre, je suis obligé de reconnaître qu'on n'est pas très entendu, je constate que les pigeons sont plus entendus que nous, je constate aussi que le patronat est entendu, quand même 20 milliards de crédits d'impôt sans aucune conditionnalité pour le patronat. Moi, je suis pour aider les entrepreneurs en plus, mais sur la recherche, sur l'innovation, sur des politiques de conversion écologique de l'économie. Et en même temps, on va augmenter la TVA. Avez-vous là, on va pas dans le bon sens. Avez-vous sous-estimé vos différences avec les socialistes? Non, je pense que au départ, il y avait, y compris par rapport au Premier ministre, le fait que, comme il était maire de Nantes, qu'il avait mené une grande politique écolo à Nantes, que je salue, nous pensions qu'il y aurait plus. Et là, ça n'a rien à voir avec la personne même du Premier ministre, je trouve que la pression des industries productivistes, du système de pensée classique, y compris la technocratie de Bercy, on se retrouve dans une situation, on écoute moins la base sociale qui a porté le gouvernement, d'ailleurs aussi bien, et je ne parle même pas des communistes ou nous, des écologistes partidaires ou institutionnels, non, je parle des citoyennes, citoyens qui se retrouvent dans le vote qui s'est exprimé derrière Jean-Luc Mélenchon, derrière Eva Joly, y compris les écologistes qui, dès le premier tour, ont voté François Hollande. Et là, qu'est-ce que vous croyez? Eh bien, ils sont inquiets, ils sont perplexes. On voit bien les sondages, on voit bien la situation d'éloignement des Françaises et des Français en termes de confiance et du gouvernement. Et c'est pour cela que je pousse ce cri de gueule, ce coup de gueule, et je suis attentif à cela. Qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement? Et j'imagine que vous êtes en contact régulier avec les deux ministres verts au gouvernement, Cécile Duflot et Pascal Canfin. Que vous disent-ils? Non, mais ils font très bien leur boulot. Je sais qu'ils ont des débats internes. Ils disent les choses peut-être plus tranquillement que moi là, et de façon moins fougueuse. Mais ce sont des vrais écologistes. Ils font un très bon boulot et heureusement qu'ils sont là. Nous avons notre secrétaire national qui voit le Premier ministre, je crois, mardi. Et nous continuons le débat démocratique. Parce que je vous le dis aussi, puisque aujourd'hui le Parlement est tant décrié, les élus tant décriés. On dit les indemnités, ceci, cela, etc. Hey, vous croyez quoi?
Vous croyez que les Françaises et les Français, ils attendent des parlementaires qui lèvent le bras en disant amen au gouvernement? Eh bien moi je crois que je suis utile à faire ce débat-là. Je souhaite susciter un débat, je souhaite continuer à soutenir le gouvernement, je souhaite relayer la parole des écologistes, comme je l'ai dit, qui sont perplexes et qui sont inquiets par rapport à un virage qui n'est pas du tout écolo du gouvernement. Et comme je sais aussi par expérience institutionnelle que c'est dans la première année qu'on fait plutôt des choses, et ben là on se retrouve dans une situation difficile. Vous attendez des propos réconfortants de la part du chef de l'État mardi? Moi j'attends rien du tout, je souhaite des actes. Voilà, vous savez, les discours, on en a eu, je l'ai dit, le discours de François Hollande à la conférence environnementale était remarquable, hein, voilà, ça a été salué. J'attends des actes. Quels actes forts attendez-vous? Par exemple, sur les niches fiscales anti-écolo, 22 milliards. Je sais qu'on ne va pas changer d'un coup, mais je voudrais qu'on arrête d'exonérer le diesel dans ce pays. Je voudrais qu'on arrête d'aider le kérosène dans le transport aérien, l'utilisation des pesticides. Et comme je sais que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, eh bien, ces 22 milliards, moi j'ai dit, faisons-en un tiers, 7 milliards. Et ces 7 milliards-là, mettons-les dans la Banque publique d'investissement pour faire ce que Nicolas Hulot appelle la banque de la transition écologique, pour faire des énergies renouvelables, des rénovations de bâtiments, du transport collectif, aider les PME, PMI pour faire comme à l'allemande des PME, PMI à l'export, 500 salariés à 5000 dont nous avons absolument besoin. Nous sommes forts sur les grandes entreprises, sur les très petites, mais pas sur l'intermédiaire. Voyez, moi j'ai des propositions sur la table et je souhaite que les écologistes nous soyons entendus. Jean-Vincent Placé, comme chaque soir, nous avons posé une question aux internautes. Ce soir, la question, les Verts peuvent-ils rester au gouvernement? Et on découvre ensemble les résultats. Une majorité des votants considère que c'est non, à 71%, oui 23%. La situation n'est pas tenable. Une réaction? Mais écoutez, c'est une indication qui reflète bien le sentiment que j'entends de la base écologiste et donc d'où ma préoccupation. Car comme justement je veux aider François Hollande et je veux aider le pays à s'en sortir, eh ben, je préférais qu'on fasse plus d'écologie. Voilà. Eh bien, affaire à suivre. Jean-Vincent Placé, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Les communistes, eux aussi, donnent du fil à retordre à l'exécutif. Avant de retrouver notre chroniqueuse Tam Tranui, je vous propose de réécouter ce que disait hier soir le sénateur Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste. C'était juste après sa rencontre à Matignon avec le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Nous considérons que nous sommes dans cette majorité politique qui s'est exprimée au printemps. Mais il y a dans cette majorité un débat politique de fond sur les solutions à apporter aux problèmes du pays. Nous avons un diagnostic commun sur l'état dans lequel la droite a laissé le pays, mais nous avons des divergences fortes sur les solutions à apporter. Tam Tranui, bonsoir. Bonsoir. Alors, où sont les communistes? Dans la majorité? Pas dans la majorité? Où les situer? Eh bien, on a entendu Pierre Laurent hier le rappeler, les communistes font partie de la majorité présidentielle, ils le revendiquent, ils le clament, la victoire du 6 mai, c'est la leur aussi. Mais voilà, l'exercice du pouvoir, c'est autre chose que sa conquête. Les communistes ne sont pas au gouvernement, ça on le sait, mais ils y sont aussi de moins en moins dans la majorité parlementaire. En 6 mois, la politique de Jean-Marc Ayrault a créé beaucoup de crispations sur son flanc gauche. Les ayants droit de la victoire, comme Jean-Luc Mélenchon les a prénommés, ne cessent donc en réponse de se radicaliser. Au Sénat, où la gauche n'est pas majoritaire sans eux, les communistes ont provoqué le rejet du texte sur les tarifs progressifs de l'électricité, celui de la loi de programmation budgétaire, et ils s'apprêtent à rejeter le budget de la sécurité sociale. Malgré cela, ils continuent de ne pas choisir leur camp. Ils ne sont ni dans la majorité, ni dans l'opposition, c'est ce qu'ils assurent. Et François Rebsamen, le président du groupe socialiste, eh bien lui non plus, il ne choisit pas. Pour lui, ces choix divergents des communistes ne sont ni des péripéties, ni des ruptures de la majorité sénatoriale de gauche. Bref, on ne sait pas où sont les communistes, mais on sait en tout cas où ils ne sont pas et ce qu'ils ne font pas. Ils ont au sens propre commis l'inqualifiable, Marie. Et surtout, on découvre le pouvoir de nuisance du Front de gauche vis-à-vis de la majorité gouvernementale. On les croyait agonisants après les élections législatives, mais le cœur bat ton corps. Et oui, il est loin, très loin, le temps où François Hollande disait « Aujourd'hui, il n'y a pas de communistes en France ». Rappelez-vous, c'était pendant la campagne présidentielle, alors que le candidat Hollande répondait aux questions du journal britannique Le Guardian. Son intervieweur s'inquiétait de l'arrivée des socialistes en France. Vous savez, socialiste, pour les anglo-saxons, c'est un synonyme de dangereux communiste. Et le déjà très social-démocrate candidat Hollande avait cherché à le rassurer. Il ne savait manifestement pas ce qu'il attendait. Aujourd'hui, les communistes menacent, accusent et font trébucher la majorité au
Sénat. Mais le très social-démocrate président Hollande aura toujours le dernier mot à l'Assemblée. Merci Tam. C'est un bouleversement de la vie politique française que propose la commission Jospin qui présentait son rapport pour un renouveau démocratique aujourd'hui. Mandat unique, statut pénal du chef de l'État, parrainage des candidats à l'élection présidentielle. Cécile Sixou détaille les nombreuses propositions. Je jouais troisième ligne un peu, mais Sciences Po, mais dépanné. C'est décontracté mais combatif que Lionel Jospin est venu présenter son rapport sur la modernisation de la vie politique. 35 propositions au total. Parmi les plus attendues, le non-cumul des mandats. C'est un enjeu essentiel pour la rénovation de la vie publique. Nous devons renoncer à cette exception française. Pour la Commission, les ministres doivent se consacrer entièrement au service de l'État. Quant aux parlementaires, ils ne pourront exercer qu'une fonction locale non exécutive. Autre mesure forte sur le parrainage à l'élection présidentielle, l'idée étant de remplacer le système actuel des 500 signatures d'élus locaux par un parrainage citoyen comprenant au moins 150 000 personnes. L'ancien Premier ministre préconise également de réformer le statut pénal du chef de l'État. Il n'apparaît pas justifié à la Commission que pour des actes délictueux commis avant sa prise de fonction ou sans rapport avec sa fonction, le chef de l'État apparaisse pendant son mandat comme au-dessus ou à côté des lois. En mettant ainsi fin à son immunité, il pourrait être jugé pendant son mandat. Enfin, la Commission propose l'harmonisation des fermetures de bureaux de vote à 20 h pour éviter les fuites. Le rapport est désormais entre les mains de François Hollande. Et là, maintenant, le ballon en main, en quelque sorte. Nous étions la mêlée. Nous avons donné la balle à l'ouverture. Un projet de loi devrait être déposé début 2013 au Parlement. La commission Jospin qui s'attaque également au mode de scrutin des députés, tout d'abord avec l'introduction de 10% de proportionnel aux législatives, mais également des sénateurs. L'une des propositions tend à atténuer la surreprésentation des communes rurales dans le collège des grands électeurs. Une proposition qui suscite de nombreuses réactions. Les explications avec Jérôme Rabier. Ce serait une petite révolution dans le monde du Sénat. La commission présidée par Lionel Jospin propose de diminuer le poids des communes, et notamment celles de moins de 5000 habitants, dans le vote des grands électeurs qui désignent les sénateurs. Actuellement, les communes représentent plus de 96% de ces 140 000 électeurs, les régions moins de 3% et les départements à peine plus de 1%. Le rapport préconise que les communes ne pèsent plus que 70% de ces votes, régions et départements représentant désormais 15% chacun. Un rééquilibrage jugé nécessaire par la gauche. Aujourd'hui, tout le monde sait bien que les régions jouent un rôle essentiel et les départements aussi. C'est important, les régions et les départements. Un tel rééquilibrage n'est pas du tout scandaleux. C'est quelque chose qui est plutôt du bon sens. Oui, mais voilà, régions et départements étant majoritairement à gauche, le corps électoral du Sénat deviendrait plus favorable à l'actuelle majorité en vue du renouvellement partiel de 2014. Un choix malhonnête pour l'UMP. C'est un tour de Bonneto destiné à empêcher l'alternance au Sénat en 2014. Du côté des régions, on se félicite de ce poids qui pourrait être plus important et l'on rejette les accusations de manipulation électorale. La droite, à un moment donné, a eu autant de régions que la gauche en a aujourd'hui. Je suppose qu'ils rêvent de reconquérir les régions. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Donc ils ne peuvent pas à la fois dire « je rêve de reconquérir les régions » et puis, en même temps, les régions n'auront pas de poids demain dans le Sénat. Si François Hollande reprend à son compte cette idée, il lui faudra modifier la Constitution et donc réunir 3/5 des parlementaires sur ce texte ou le faire adopter par référendum. Et tout de suite par téléphone, François Patriat, sénateur socialiste de la Côte d'Or et président du Conseil régional de Bourgogne. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous faire réagir justement à la proposition de modification du mode de scrutin sénatorial. Comme on vient de voir, ça donnerait plus de poids aux régions et aux départements majoritairement à gauche. À l'UMP, on dénonce des manigances politiques. Qu'en pensez-vous ? D'abord, je voudrais quand même saluer dans le rapport Jospin un certain nombre de mesures très positives et notamment le statut d'immunité du chef de l'État contre lequel j'avais déposé une proposition de loi et qui, pendant tout le mandat de Nicolas Sarkozy, a été totalement empêché par la droite. Donc maintenant, j'espère que ce statut, qui était le seul dans tous les pays démocratiques à protéger à ce point le président, puisse changer de main. Et sur le mode de scrutin sénatorial ?
Alors sur le mode de scrutin sénatorial, écoutez, je suis l'élu d'un département dans lequel il y a 707 communes rurales, avec dedans plus de 100 communes qui ont moins de 100 habitants, beaucoup de petites communes. Il est évident que, comparé au poids des petites villes d'appui ou de la ville, il y a une surreprésentation rurale. Ça peut être favorable aux uns ou aux autres selon les départements où on est. Mais je pense que demain, de donner un peu plus de poids, de donner par exemple des électeurs non plus pour 1000 ou 800 habitants, mais pour 600 habitants, me paraît très juste. Alors que les départements et les régions aient peu de délégués, cela va aussi dans le bon sens. Vous savez, l'alternance a joué dans tous les sens. Il y a une époque où la droite avait tous les pouvoirs. Elle a tenté de modifier les modes de scrutin. Ça ne lui a pas réussi. Là, il ne s'agit pas de faciliter tel ou tel scrutin futur. Il s'agit de donner un peu plus de démocratie. Donc j'approuve cette décision, oui. Et sans surprise, la commission Jospin recommande l'application du non-cumul des mandats. On sait que vous y êtes opposé. Craignez-vous une application rapide? Alors sur ce sujet-là, j'ai toujours dit que je pense que nous irons inexorablement vers le non-cumul, mais que d'y aller brutalement, c'est une erreur politique. Et que j'ai toujours été pour 2 mandats. Je pense qu'on peut actuellement exercer un mandat parlementaire et un exécutif local. Il ne me semble pas que ceux qui ont des exécutifs locaux soient les plus absents du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Ils sont particulièrement présents et particulièrement au fait des problématiques qu'on traite dans les textes de loi. Donc, inexorablement, nous allons aller vers le mandat unique, je le pense. Mais je souhaite que ça se fasse de façon assouplie. Je pense qu'il faut que les choses s'installent dans l'esprit à la fois des élus, des Français. Et la date de 2017 me paraîtrait une bonne date. D'accord, très bien. Merci François Patria. On vous retrouvera, j'imagine, très vite sur notre plateau. Et avec nous ce soir, Didier Mauss. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste. Les 35 propositions dévoilées peuvent-elles provoquer une révolution démocratique ? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle une révolution démocratique. Si vous voulez, on ne va pas transformer le système politique français, même si on mettait en œuvre les 35 propositions de la commission Jospin. On reste dans le cadre de la Ve République, on reste dans le cadre d'une démocratie représentative, on ne touche absolument pas au rôle du président de la République, mais il y a incontestablement une profonde évolution en ce qui concerne le monde parlementaire, et j'allais dire le monde politique. Et la proposition la plus emblématique, c'est celle dont vous venez de parler avec M. Patria, c'est la limitation du cumul des mandats. Là, il y a un véritable bouleversement, je dirais, des habitudes. Alors justement, sur le non-cumul des mandats, cela pourrait être l'occasion d'un renouvellement de la classe politique ? Alors, là aussi, bon, qu'est-ce que veut dire renouvellement? Si vous voulez, c'est vrai que si il y a moins de cumul des mandats, il y aura plus d'élus responsables, soit d'un mandat parlementaire, soit d'un grand mandat local. Et il est évident qu'il y aura une nouvelle génération, que ceci est plus favorable à la parité, mais il faut voir comment les choses seront mises en œuvre, et notamment comment les forces politiques s'adapteront à une nouvelle réglementation sur la limitation du cumul des mandats. Oui, c'est pas encore fait parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'opposition. Il y a des oppositions à droite et à gauche. Bon, à droite, c'est clair, parce que en plus, la droite est contre l'actuelle majorité, mais on sent très bien qu'il y a quelques réticences à gauche. On vient de l'entendre sur votre antenne. Que pensez-vous de la suppression de l'immunité totale du président de la République et de la suppression de la Cour de justice de la République? Est-ce que les politiques deviendraient alors des justiciables comme les autres? Ce sont des problèmes très très différents. Je commence par le problème des ministres et de la Cour de justice de la République. C'est vrai que la Cour de justice de la République n'a pas très très bien fonctionné. Il y aurait des possibilités de réforme, mais on peut aussi se dire que les ministres seraient justiciables d'une juridiction de droit commun, mais quand même un peu particulière, à composition élargie. J'allais dire des ministres poursuivis pour des délits commis dans l'exercice de leur fonction, c'est pas n'importe qui ni n'importe quelle circonstance. Alors pour le président de la République, les propositions de la commission Jospin sont un peu nuancées. Moi je ne suis pas très favorable, je dois dire, à ce que l'on puisse poursuivre le président de la République, même pour des actes détachables de sa fonction ou antérieurs à son mandat, devant les tribunaux de droit commun, pendant qu'il est président de la République. Mais je crois que c'est un sujet dont il faut débattre. Ceci étant, j'attire l'attention sur un point. On a beaucoup reproché à l'affaire Chirac d'avoir duré trop longtemps. Bon, maintenant, un président de la République ne peut pas rester en fonction plus de 10 ans, deux fois 5 ans, et même quelquefois que 5 ans, même s'il a envie d'être réélu, mais les Français ne suivent pas sur ce terrain. Alors je crois que les inconvénients sont beaucoup plus limités qu'on ne le croit. La Commission propose également de remplacer les 500 parrainages de maires par les signatures de 150 000 citoyens pour se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est souhaitable? Écoutez,
il faut qu'on trouve un système de filtre pour l'élection présidentielle. Alors, le système des 500 grands parrains n'a pas si mal fonctionné, en fin de compte. Bon, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est vrai qu'à chaque fois, Mme Le Pen, son père d'abord et elle ensuite disent on les a pas, mais elle les a eus cette fois-ci. Est-ce que c'est plus facile d'avoir 150 000 signatures de citoyens avec toute la logistique qu'il faudra derrière, la politique de communication et la politique de vérification? Moi, je suis ravi que le débat soit ouvert. Il appartiendra vraiment alors au Parlement d'en décider. Didier Mauss, merci d'être venu sur notre plateau. Le camouflet du gouvernement sur la loi de programmation budgétaire, le 19 mars, journée du souvenir de la guerre d'Algérie, ou encore Louis Gallois qui défend son rapport. Tout ce qui s'est passé au Sénat est résumé par Nadia Belromari. Retour sur les principaux événements qui ont animé cette semaine l'activité de nos sénateurs. Et de deux, le Sénat vient d'infliger un nouvel affront au gouvernement. Après avoir rejeté la semaine dernière le projet de loi sur les tarifs de l'énergie, il a censuré mercredi celui de programmation budgétaire à cause notamment des sénateurs communistes qui rejettent l'austérité. François Marc a pourtant exhorté le Sénat à le voter. Si on veut que le pays se mobilise pour sortir de la difficulté dans laquelle il se trouve, il faut absolument accompagner le gouvernement dans son effort de redressement. La droite, elle, a redit son opposition, non pas à la trajectoire fixée, mais aux moyens pour y parvenir, jugés inacceptables. Vous proposez, Monsieur le Ministre, de concentrer massivement la hausse de la fiscalité dès le début de cette programmation. C'est à nos yeux une grave erreur. L'Assemblée nationale ayant le dernier mot, la loi devrait finalement être adoptée. Jeudi, à l'issue d'un débat passionné, les sénateurs ont définitivement adopté une proposition de loi socialiste qui fait du 19 mars une journée nationale du souvenir de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. La gauche a, elle, défendu un texte qui rassemble. Je propose que le 19 mars devienne la date sanctuaire de rassemblement de tous ceux qui croient et qui ont défendu à la République. La droite a dénoncé un texte de division qui instrumentalise l'histoire. Le président de la République se rendra le mois prochain en Algérie et il semble donc que c'est pour pouvoir faire un usage politicien et diplomatique de ce texte qu'il en brusque l'examen. Les sénateurs UMP saisissent aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Après avoir remis son rapport à Jean-Marc Ayrault lundi, Louis Gallois a commenté devant les sénateurs les 22 mesures qu'il propose et celles retenues par le gouvernement pour stopper le décrochage de la France. Aucune politique de la compétitivité ne pourra être menée dans le long terme s'il n'y a pas ce socle social. Mais pour les sénateurs, d'autres pistes existent. François Marc souhaite faire appel à des fiscalités écologiques, alors que Martial Bourquin s'interroge sur l'efficacité du choix de la TVA. La question de la taxe carbone, est-ce qu'elle ne devrait pas être remise au goût du jour ? Louis Gallois, lui, avoue volontiers avoir manqué de courage sur la fiscalité écologique. Il aurait voulu proposer une taxe sur le diesel. Les sénateurs communistes repartent au combat. Après avoir contrarié l'adoption de plusieurs textes de la majorité sénatoriale, ils menacent maintenant de faire rejeter le PLFSS 2013, adopté hier par les députés et qui sera discuté dès lundi au Sénat. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite chez nos confrères de LCP Assemblée nationale, le magazine Entre les lignes. Très bonne soirée à tous. Itinéraire Bis vous invite à une balade dans une France inattendue pour cette première émission, direction le Nord-Pas-de-Calais, un territoire industriel qui s'invente un nouveau visage. Et c'est parti, direction la mine. On y va. On y va. Tous les mardis, vous vous retrouvez ici, autour d'un café, vous les anciens salariés de Métal Europe. Itinéraire Bis, lundi à 13h30 sur Public Sénat.